Bob Hansen passera à l'histoire comme l'un des pires espions américains. Il y avait eu d'autres affaires d'espionnage, mais celle-ci était titanesque. Personne n'avait jamais rien vu de semblable. Hansen a changé pour toujours le concept de personne de confiance au sein du FBI. Le plus surprenant, c'est qu'il suivait ce plan depuis le début. S'il pouvait imaginer m'offrir et trahir ainsi Bonnie, quelle autre trahison pouvait-il inventer? C'est une histoire juteuse qui recélait de tout. Tragédie, espionnage et sexe. Si on en faisait un roman, les gens diraient que tout cela ne peut pas arriver. Nous ne saurons jamais qui était vraiment Robert Hansen. Nous ne le saurons jamais. Chers amis, je vous remercie pour votre soutien au fil de toutes ces années. Il semble toutefois que mes services ne vous soient plus utiles. Depuis ma dernière lettre, et on peut se demander si ce n'est pas à cause d'elle, j'ai été promu à un poste de cadre supérieur qui ne fait rien et coupé d'accès à l'information générale. C'est comme si on cherchait à m'isoler. De plus, je crois avoir détecté des signaux radio répétés émanant de mon véhicule. Je n'en dirai pas plus, puisque le seul fait de connaître leur existence suffit. C'est amusant, ces petits jeux d'enfants. Quelque chose a troublé le sommeil du tigre. On se croirait dans un roman de l'époque de la guerre froide. Un ancien agent du FBI accusé d'être un espion à la solde des Russes. Je n'oublierai jamais l'instant où j'ai découvert que Bob Hansen était un espion. L'espion allégué, Robert Philip Hansen, agent du FBI pendant 27 ans, comparaîtra en cour ce matin. Ma réaction a été « Hansen ?» J'étais dans un état de choc total. De multiples raisons complexes expliquent pourquoi il a fait ça. Plus nous en apprenions sur lui, plus cette histoire devenait incroyable. Nous étions en présence d'un type qui se présentait comme un bon père, un bon mari, un bon catholique, anticommuniste et fier patriote. Et le voilà en train de vendre des secrets aux Russes. S'il était reconnu coupable de ces accusations, il serait le 3e espion infiltré au FBI de l'histoire. Je savais que ce serait très dommageable parce qu'il avait accès à beaucoup d'informations grâce à son poste au sein du programme de contre-espionnage du bureau. Toute l'ampleur des dommages causés demeure inconnue. Nous croyons toutefois que c'était extrêmement grave. Il avait accès aux adresses de transfuges réinstallées au pays, accès aux systèmes d'armement, aux communications par satellite de toute la communauté du renseignement. C'était inimaginable. Ce qui m'a frappé, c'était de voir à quel point tout semblait prémédité.
Je me suis dit que ce salaud démoniaque avait fait exactement ce qu'il avait dit. Il les avait bernés. Il nous avait bernés. J'ai suivi Robert Hansen pendant toute une année au centre de détention d'Alexandria. Je m'appelle David Charney, je suis psychiatre. Je pratique la psychiatrie depuis plus de 40 ans. Dès le départ et de son propre chef, il a pris l'initiative de parler de son enfance, plus spécifiquement et presque exclusivement de son père. Celui-ci occupait beaucoup de place dans son esprit. Je m'appelle Anne Blackman. J'ai été journaliste pour Associated Press et ensuite pour Time Magazine. Robert Hansen est né en 1944 dans le secteur ouest de Chicago. Ses parents s'appelaient Howard et Vivian Hansen. Howard Hansen a travaillé pour la police de Chicago pendant 30 ans. Au début des années 1960, il a été promu au grade de lieutenant et travaillait pour le Red Squad. On l'a chargé d'un local contenant tous les dossiers d'information sur les gangsters, les criminels dangereux et autres mauvais garçons de Chicago. Il avait du pouvoir. Je crois que c'est quelque chose qui a toujours fasciné Bob. Il était très fier de son père, mais je n'ai jamais rien su des mauvais traitements que celui-ci lui infligeait. Howard Hansen était très manipulateur. Les gens du voisinage disaient qu'il n'était pas alcoolique, mais plutôt atteint d'ivresse mentale. Ma mère ne se rappelle pas l'avoir entendu dire une seule chose positive à propos de Bob. Toutes ses remarques étaient dures et blessantes. Et s'il disait de telles choses en public, devant ma mère, ça devait être pire pour Bob à la maison. On subit le traumatisme profond et violent d'être toujours humilié, infériorisé et dévalorisé. Et on porte ça en soi. Robert Hansen était un enfant étrange qui n'a jamais eu sa place. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Les gens à qui il faisait confiance devaient certainement être très rares. Je m'appelle Jack Oshower et je considère Bob Hansen comme mon meilleur ami. Quelle est la base de notre amitié? Nous étions deux mal-aimés qui se tenaient ensemble loin du groupe des gens populaires. Nous faisions vraiment partie des exclus. Jack Oshower et Bob Hansen se sont rencontrés à leur arrivée à l'école secondaire William Taft de Chicago. Et ils se faisaient mutuellement confiance. Alors que notre relation se développait au fil des années, j'ai découvert différents aspects de la personnalité de Bob. Il avait toujours ce côté nerd, mais aussi cet aspect typique de tous les adolescents. Nous étions fascinés par les jolies filles. Bob a rencontré Bonnie pendant l'été 1965, alors qu'ils étaient tous deux à l'université. Elle était jeune et jolie. Plusieurs gens disaient que Bonnie ressemblait à Natalie Wood, ce qui était certainement la motivation de Bob. Il voulait une jolie femme à son bras, absolument. Bonnie était pleine d'entrain et amusante et a changé la perception qu'on avait de Bob. Comment avait-il pu charmer cette jolie jeune femme? Elle le valorisait socialement. Lorsque Bob est retourné à l'université pour sa dernière année, il s'est mis à écrire à Bonnie. Il lui envoyait des lettres d'un lyrisme plus expansif que ne l'était sa personnalité. Bonnie adorait recevoir ces lettres, qui la convainquaient qu'il était tout ce qu'il lui fallait et tout ce qu'elle voulait. Ils ont alors décidé de se marier. Son père a demandé à Bonnie pourquoi elle voulait marier son perdant de fils. Pouvez-vous imaginer ce que vous éprouveriez si votre père disait ça à votre future épouse? Son père l'a fait, alors je crois que ça l'a affecté.
Il ne voulait pas que sa femme, Bonnie, le voie comme un raté. Il est clair à mes yeux que Bob la respectait et voulait être à sa hauteur. Elle a joué un rôle déterminant dans sa décision de joindre les rangs de l'Opus Dei. L'Opus Dei est une société secrète catholique qui exhorte ses membres à aller à la messe chaque jour et à se confesser régulièrement. De nombreux adeptes portent le cilice, une ceinture métallique mortifiante qui coupe la chair pour leur rappeler les péchés qu'ils ont commis. Je n'avais jamais entendu parler de l'Opus Dei avant que Bob me dise qu'il se convertissait au catholicisme. Ça m'a surpris. Dans son fort intérieur, il était en quête de règles strictes. Une fois diplômé de l'école de commerce de l'université Northwestern, Bob s'est trouvé un emploi dans un cabinet comptable. Mais il détestait ça. C'était ennuyant. Il n'avait ni le pouvoir, ni accès à des documents secrets, comme son père l'avait eu en tant que policier à Chicago. Bob voulait plus. En 1972, Bob a joint les rangs de la police de Chicago. C'était une époque particulière à Chicago. Le maire Richard Daley avait toujours de nombreuses enquêtes pour corruption sur les bras. Bob a donc été choisi pour faire partie de l'escouade appelée C5. C'était taillé sur mesure pour lui. Il pouvait maintenant espionner ses confrères policiers. En fait, il s'agissait probablement de sa première expérience à titre d'agent double. C'était certainement quelque chose qu'il convoitait depuis le tout début de sa carrière. C'était, en quelque sorte, la vie qu'il voulait mener. En 1976, Bob s'est joint au FBI. Il a peut-être demandé à se joindre à la police fédérale pour impressionner son père. Jusqu'au jour de sa mort, Bob a toujours essayé de plaire à son père. Son père le dénigrait continuellement. Même après son intégration au FBI, il lui disait « Tu n'es qu'un flic. Tu n'es pas mieux que moi. Tu n'es qu'un simple flic. » Mais Bob serait un meilleur policier. Un policier plus puissant que son père. C'était le début de son ascension visant à éclipser papa. À l'arrivée au FBI, on doit prêter serment et jurer de soutenir et défendre la Constitution contre tout ennemi, domestique ou étranger. C'est un jour mémorable dans une carrière au FBI que celui où on se tient debout, la main droite bien levée. Je m'appelle Neil Gallagher. J'ai passé 29 ans au FBI où j'ai été nommé directeur adjoint de la division du contre-espionnage étranger de la Sécurité nationale. Une fois entré au FBI, on fait partie du cercle de confiance. On nous confierait les joyaux de la couronne. Robert Hansen a amorcé sa carrière comme tout agent du FBI, dans un petit bureau d'une petite ville du Midwest américain où il s'occupait des enquêtes criminelles. Il a ensuite été réaffecté au bureau de New York qui cherchait du personnel avec une expertise financière. Ils l'ont affecté à l'escouade des crimes économiques qui s'attaque aux fraudes majeures et aux détournements de fonds. Il y a trouvé un comptable lié au service de renseignement étranger et a changé de poste avec lui, ce qui lui a permis d'entrer au service de contre-espionnage après seulement 3 mois à New York. Ça semble très prestigieux, mais c'est pitoyable. Je m'appelle Elaine Shannon. Je suis journaliste d'enquête et je couvre les affaires de justice criminelle et des agences de sécurité nationale. Le chemin de la gloire et des promotions au FBI était et demeure de monter des dossiers et de faire des arrestations. C'est la raison de se joindre au FBI. Le service de contre-espionnage étranger vous éloigne du terrain d'action. On ne sera jamais impliqué dans une fusillade. C'est un autre genre de vie, plus cérébral.
Hansen est arrivé à l'aube de l'ère numérique du FBI. Les agents n'avaient pas encore leur propre ordinateur et n'étaient pas très à l'aise avec la nouvelle technologie, alors que l'administration cherchait à faire entrer le bureau dans le monde numérique. Je disais que Bob avait saisi ce que le DOS était avant même que je ne puisse l'épeler. Il a compris les ordinateurs avant tout le monde. Je m'appelle David Major. J'ai été agent spécial de supervision au FBI pendant 24 ans, majoritairement au service de contre-espionnage. Il avait participé à l'installation de notre réseau d'ordinateurs dédié à suivre la trace de nos Russes à New York. Bob Hansen a même été salué pour ce travail. Et ça a progressé. Nous avons ajouté de plus en plus de choses à ce système. C'était lui qui l'organisait et supervisait tout. Hansen gravissait les échelons. Être muté à New York, c'est bien. Mais comment y vivre? La plupart des agents, surtout ceux avec une famille, n'avaient pas les moyens de vivre là, ou même près de là. Le père de Bob entre en scène et leur fournit l'argent. Mais le geste vient avec le reproche qu'il a sorti son fils d'affaires. Je crois qu'il vivait dans la crainte que Bonnie voie son mari comme un raté. Et comment définir l'échec? Probablement par le montant d'argent que quelqu'un gagne. Je crois que c'est une puissante source de motivation pour un type comme Bob Hansen. Il était intrigué par le travail d'espionnage et je pense qu'il a cru pouvoir jouer sur les deux tableaux sans que personne puisse se douter qu'il était un espion. C'était là sa stratégie, selon moi. Il a profité d'un heureux hasard et de l'occasion qui se sont présentées. Le problème, c'est qu'il était prêt à courir le risque quand l'occasion est survenue. Je n'oublierai jamais ce jour. Ils m'ont dit qu'ils savaient qui était la taupe. Ils ont ajouté que c'était Robert Hansen, Bob Hansen. Je n'arrivais pas à y croire. Il n'attirait pas les soupçons. C'était un homme discret, un type sérieux. Il y avait chez Bob une profonde contradiction. Il ne correspondait pas du tout à l'image qu'il présentait à tout le monde. Je m'appelle Sheila Horan. Je suis entrée au service d'une escouade de contre-espionnage du FBI en 1973. À l'époque de mon arrivée à New York, la délégation soviétique aux Nations Unies n'était qu'à 3 coins de rue de notre bureau. Celle-ci abritait Amtorg, qui était l'organisation soviétique du commerce. Amtorg était l'organisation où le GRU aimait bien placer ses officiers du renseignement. Le GRU est la branche du service secret militaire du gouvernement soviétique. On y accumule tout ce qu'on peut découvrir sur nos services militaires. Les systèmes de défense, les communications, les systèmes satellitaires et tout le reste. Situé en plein cœur de Manhattan, Amtorg était l'endroit parfait d'où leurs officiers du renseignement pouvaient compiler l'information. C'était une façade, et Hansen le savait. Puisque dès l'instant où il s'est mis à travailler à la division du contre-espionnage, il a eu accès à des informations sur les gens qui travaillaient pour les États-Unis au sein de l'appareil soviétique. Il les a trahis. Dimitri Polyakov avait comme nom de code Top Hat, chapeau haute forme. C'était un haut gradé du GRU qui a fourni beaucoup d'informations au gouvernement des États-Unis pendant plus de 20 ans. Bob Hansen a dévoilé l'identité de Polyakov en 1979 à sa première livraison d'informations au GRU. Il a livré des informations cruciales. Il a aussi démontré un savoir-faire hors du commun sur comment échanger et se contacter les uns les autres. Comment utiliser un système de codage ultra sécuritaire. Ces éléments démontrent qu'il planifiait son coup depuis longtemps. Au printemps 1981, Bonnie est descendue au sous-sol.
Elle avait vu Bob glisser un message dans une canette ou en extirper un d'une canette. Comme Bob avait commis une indiscrétion des années auparavant avec une ex-petite amie, elle a insisté pour savoir ce qu'il tramait. Il n'utilisait pas le terme espion, mais il admettait transmettre des informations insignifiantes aux Russes pour leur extorquer de l'argent. Il disait des sous pour presque rien. J'ai entendu des chiffres, 30 000 $. C'était beaucoup d'argent, surtout pour un agent du FBI affecté à New York. Bonnie était très naïve. Elle était très encline à croire son mari. Bonnie et Bob sont donc allés consulter un prêtre. Le prêtre lui a demandé de promettre de cesser toutes ses activités et de remettre aux bonnes œuvres tous les gains qu'elle lui avait fait réaliser. Bob a répondu qu'il était d'accord. Pourquoi Hansen a-t-il cessé d'espionner pour un temps? Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Ce que je sais, c'est que Bonnie n'a pas alerté le FBI. Elle l'a emmené voir un prêtre. Il semble que c'était sa façon d'arranger les choses. Il me semble surtout qu'il ne voulait pas que ça se sache. Je m'appelle Jim Olson. J'étais agent du FBI de 1972 à 2000. J'ai rencontré Bob en 1981 au quartier général, quand il a été affecté au budget au sein de la division des programmes de contre-espionnage du FBI. Son poste lui donnait accès non seulement aux documents du FBI, mais aussi à la documentation de toute la communauté du renseignement aux États-Unis. On y décrivait tout le travail accompli par les différentes agences et leurs plans pour l'avenir. Il avait accès à des programmes que la plupart d'entre nous ignorions. Et où va-t-il avec ça? Directement à l'unité d'analyse soviétique. J'ai rencontré Bob à ses débuts à l'unité budgétaire qui n'était que de l'autre côté du hall d'entrée du bureau d'analyse soviétique. Je m'appelle Bob King. J'ai passé toute ma carrière au poste de spécialiste en recherche du renseignement. Mon travail d'analyste consistait essentiellement à retracer des pistes d'activité soviétiques, du GRU ou du KGB aux États-Unis. Nous étions envahis d'espions au quartier général. Bob Hansen le savait et voulait être tenu au courant. Dans le monde du contre-espionnage, un bon agent est quelqu'un qui peut obtenir de l'information d'une source anonyme. Il doit donc recruter des agents du renseignement rivaux. Courtship, la cour, était le nom de code d'une grande percée faite en coopération par le FBI et la CIA. Au milieu des années 1980, l'opération Courtship a réussi à recruter non pas un, mais deux officiers soviétiques du KGB, Sergei Motorin et Valery Martinov. Bob a su qu'il travaillait sur un coup fumant, et ça le passionnait. Il voulait faire partie du groupe et a réussi à s'y faire muter. J'ignore comment. Bob faisait partie du soutien analytique opérationnel et travaillait avec les meilleurs analystes du FBI. Mais Bob n'a jamais été considéré comme un joueur clé par les agents de terrain soviétiques. Cependant, au sein de l'unité d'analyse où il était affecté, Bob Hansen pouvait tout consulter sans être inquiété, puisque cela faisait partie de son travail. Bob Hansen savait que deux sources essentielles venaient d'être recrutées. Son poste était idéal pour un espion potentiel. Au quartier général, Bob était dans son élément. Mais en 1985, il s'est porté volontaire pour une réaffectation à New York. Pas dans une escouade opérationnelle, mais plutôt dans une escouade où on traitait les informations de surveillance. Des montagnes d'informations.
Il a réussi à décrocher ce poste qui jouait dans ses cordes. L'informatique et les mathématiques. Il a donc été promu. La famille a donc emménagé à New York. Bonnie ne voulait pas y aller. Le couple avait alors 5 enfants et elle était enceinte d'un 6e. Mais ils avaient désespérément besoin d'argent. Ils n'avaient pas assez d'argent pour payer les soins médicaux des filles. Cela minait Bob, émotivement et psychologiquement. Son devoir était de veiller sur sa femme et ses enfants, et il en était incapable. La situation devenait dangereusement précaire. Et Bob était un homme de foi. J'ai bien peur que Bob Hansen ne l'ait interprété comme un geste de Dieu, qui lui offrait l'occasion de faire un peu d'argent. En 1985, Victor Degtyaar, qui était un officier du KGB à Washington, a reçu une lettre à sa résidence de banlieue en Virginie. Dans l'enveloppe se trouvait une autre lettre scellée, sur laquelle était écrit « S'il vous plaît, faites suivre à Victor Cherkashin ». Je m'appelle Gregory Pfeiffer, je suis journaliste. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur la Russie, dont Spy Handler, recruteur d'espions, en collaboration avec Victor Cherkashin, qui était chef du contre-espionnage à l'ambassade de Washington. Officier d'expérience, hautement respecté au KGB, il était chef de la ligne KR, chargé de recruter des sources américaines. Alors, lorsque Victor Cherkashin a ouvert cette lettre, il a été très impressionné par ce qu'il y a découvert. Monsieur Cherkashin, j'enverrai bientôt une boîte de documents à Monsieur Degtyaar. Ils proviennent de certains des projets les plus confidentiels et hautement compartimentés de la communauté américaine du renseignement. Votre service a récemment subi quelques revers. Je tiens à vous prévenir que messieurs Boris Yuzin, Sergei Motorin et Valery Martinov ont tous été recrutés par nos services spéciaux. La lettre révélait le nom de 3 espions américains au sein du KGB et aussi quelques opérations techniques. Donc, même si cette missive a été traitée avec beaucoup de scepticisme professionnel bien compréhensible, elle demeurait très intrigante. Alors, au début des années 1980, Motorin et Martinov sont rentrés en Union soviétique. L'agence a vite été mise au courant, puisque ces hommes travaillaient déjà pour le FBI et la CIA depuis quelque temps. Les observateurs étaient très inquiets parce que c'était inhabituel de rappeler les deux en même temps. Maintenant, nous savons que c'est Bob Hansen qui a révélé aux Russes qu'il collaborait avec les services secrets américains. Une fois jugés, déclarés coupables et condamnés, ils regagnaient leurs cellules. Ils marchaient le long du corridor lorsqu'un assassin est sorti de l'ombre pour leur tirer une balle dans la tête. En 1985, Bob a commencé un nouveau travail à New York. Il était maintenant bien en selle pour avoir une brillante carrière au sein du FBI. A posteriori, nous avons appris qu'il avait pris contact avec le KGB cette année-là. Les motifs de Bob sont multiples, mais il était peut-être un peu déçu de son emploi. Il n'y retrouvait pas l'excitation attendue de faire partie du Bureau fédéral des enquêtes. Il en était électrisé. Il se poussait à faire quelque chose qu'il pensait pouvoir mener à bien sans se faire prendre. Il savait qu'il devait se protéger tant qu'il offrirait ses services aux Russes. Alors, il ne leur a jamais dit qui il était.
Dans les lettres envoyées au KGB, Hansen s'identifiait comme Ramon Garcia, un alias qu'il s'était choisi. Ramon Garcia a donné des instructions sur des lieux de dépôt où l'argent et les informations pouvaient s'échanger. Lieu de dépôt. Veuillez déposer votre paquet pour moi sous le pont de bois piétonnier au coin près de la route. Le pont de bois est situé à l'ouest de l'entrée du parc Nottoway. Signaux. Votre signal sera une marque horizontale de ruban adhésif blanc pour me signifier que le paquet a été déposé. Ma réponse sera une marque verticale similaire, signifiant que j'ai bien reçu le paquet. Bob a eu l'intelligence de brouiller les pistes pour empêcher ou du moins compliquer son identification par les Russes. Toutes ces activités d'échange sans contact avaient lieu dans la région de Washington, pas à New York. Il voulait que les Russes croient que c'était quelqu'un de la capitale. En fin de compte, Ramon Garcia a donné la preuve qu'il était au courant d'informations très confidentielles de la communauté du renseignement américain. Cherkashin a tout de suite voulu le rassurer pour qu'un Ramon Garcia confiant puisse agir en toute quiétude et fournir plus d'informations. Le 3 mars 1986, le second dépôt qu'il était censé faire n'a pas eu lieu. Et Ramon Garcia a disparu pour quelque temps. Cherkashin a commencé à s'inquiéter et à croire qu'il avait peut-être perdu un agent, mais il a reçu une lettre. Je m'excuse pour ce long silence depuis l'interruption de nos communications. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait aucune source d'inquiétude relative à la sécurité. Il a voulu garder un profil bas quelque temps pour vérifier si son anonymat n'était pas compromis. Si vous voulez poursuivre nos échanges, faites publier l'annonce suivante dans le Washington Times. À vendre, Dodge Diplomat 1971 nécessite révision du moteur, $1000. Il a ajouté qu'il fournirait un numéro de téléphone à New York au KGB et qu'il appellerait à ce numéro à une heure convenue. Je dirais « Allô, je m'appelle Ramon. Je vous appelle à propos de la voiture à vendre annoncée dans le Times. » Cherkashin a pris cette conversation très au sérieux. Il se méfiait de Ramon Garcia et cela lui donnait l'occasion de savoir qui il était. Bien sûr, la conversation a été enregistrée et minutieusement scrutée. I suggest that our meeting will take place without delay. February 13th, 1 p.m. Okay? 1-3. Yes, 13th. 1 p.m. Let me see if I can do that. Hold on. That should be fine. Okay. We will confirm you that the papers are waiting for you with the same horizontal tape in the same place as we did it at the first time. If everything is okay? I believe it should be fine, and thank you very much. Not at all. Not at all. Nice job for both of us. Have a nice evening, sir. Bye-bye. Il y a ce mythe que les secrets sont bien gardés au FBI, mais souvent ils ne le sont pas. Nous ignorions ce qui était advenu de Motorin et Martinov. Ça demeurait un mystère. Ils étaient juste disparus du radar. Nous avons donc lancé l'opération Anne Lace, qui était spécifiquement vouée à savoir comment Martinov et Motorin avaient été compromis. C'était une enquête secrète très confidentielle, limitée aux seuls gens qui y étaient affectés.
Le modus operandi d'une chasse à la taupe n'est pas pour les cœurs sensibles. C'est une course contre la montre et une enquête extrêmement complexe. Ça devient un véritable casse-tête. Si on sait qu'une information est vraie, on doit trouver la pièce qui y correspond. De temps en temps, on tombe sur une pièce du cadre. C'est une information sûre, un fait. Je m'appelle Paul Moore. J'étais analyste en chef pour la Chine au FBI pendant un peu plus de 20 ans. Nous obtenons une donnée probante et nous tirons sur la ligne pour trouver tout ce que nous pouvons en retirer pour resserrer le focus. Éventuellement, dans un monde idéal, nous coinçons le véritable espion. La réaffectation de Bob au quartier général du FBI en 1987 était perçue par plusieurs comme un déplacement latéral et non une promotion. C'était plutôt Bob qui préparait son terrain de double jeu parce qu'il avait ainsi accès à beaucoup plus d'informations confidentielles qu'au sein d'une simple escouade particulière comme à New York. Son tout premier travail, dont il assumait même la gestion de tout le programme, était une étude sur les espions infiltrés, une chasse à la taupe. C'est à ce moment qu'un coffre au trésor rempli d'informations lui est servi sur un plateau d'argent. Il n'a pas besoin de les trouver. On les lui dépose sur les genoux. Les échanges avec les Russes ont atteint entre 10 et 15 dépôts. C'était une période d'activité intense. En même temps, le bureau n'arrivait pas à utiliser les résultats d'enquête sur les espions infiltrés. Nous n'arrivions pas à trouver la réponse. Ils ne pouvaient pas y parvenir en éliminant les parties innocentes d'entre les agents qui avaient accès aux informations. Nous savions cependant qu'il y avait une taupe et que cette taupe était encore parmi nous. Un contexte taillé sur mesure pour Bob Hansen. Je veux dire par là qu'il voyait bien que personne ne cherchait en sa direction. Échappant à tout soupçon, Bob se sentait en sécurité. Il a donc poursuivi ses activités sans crainte. Je n'ai jamais vu un esprit aussi compartimenté que celui de Robert Hansen. Il y avait tant d'aspects contradictoires en lui, et tous ces aspects cohabitaient au sein du même esprit. Nous possédons tous notre jardin secret et serions mortifiés de voir nos moindres fantasmes dévoilés au grand jour. C'est normal, nous en avons tous, mais je ne m'attendais certainement pas à ça de la part de Bob. Les gens qui ne connaissaient pas très bien Bob jugeaient qu'il avait une attitude condescendante. Bob se voyait comme un grand intellectuel et pouvait être très rebutant parfois. Ses collègues le trouvaient hautain, plus catholique que le pape, et il se prenait pour le plus intelligent de la place. Cela ne se résumait pas à un gars qui faisait de la politique de bureau. Il faut avoir un certain charme pour dire tout ça. Mais il désirait certainement être reconnu. Et il voulait être admiré. How, Priscilla, did you meet Robert Hansen? Well, I met him at the club where I used to work in D.C. You were a stripper at the Joanna's 1819, right? That's a club near the FBI, right? Priscilla Sue Gailey dansait dans un bar défeuilleuse au sud du rond-point du pont. Il s'agit d'un endroit miteux situé dans une rue glauque que Robert Hansen fréquentait les chauds après-midi d'été, alors qu'il n'y avait que peu de clients. He came in, watched you perform, and began a conversation? He was on business. He was there to meet a contact of his, I guess, for some information, he had said.
Tout ce que je savais d'elle, c'est qu'elle était jolie et qu'elle était la stripteaseuse de l'année. Did he tell you he was an FBI agent? Yeah, he told me that, but they could be telling you anything at that point. Elle est apparemment devenue la femme qu'il devait sauver pour je ne sais quelle raison. When did a relationship or a friendship begin? I think almost immediately because he gave me a wonderful compliment, the most beautiful compliment I've ever had in my life. What was it? Just something to the effect of he'd never expected to see anyone with such grace and beauty in a strip club. And I did catch him going out the door of the club to thank him, not for the money, but for the compliment, because it was really, really beautiful. Priscilla était son trophée pour jouer le caïd en ville. Il l'emmenait déjeuner et visiter des musées. Il lui a donné de l'argent pour se faire soigner les dents. Il lui a même acheté une Mercedes-Benz. Non seulement lui a-t-il acheté une voiture, mais il lui a aussi donné une carte de crédit American Express afin qu'elle puisse bien entretenir sa voiture. Je pense qu'il avait la tête enflée. Ce gros ego allait de pair avec son personnage imaginaire de mystérieux espion international. Un espion qui se pavanait avec une belle femme pendue à son bras. Il était peut-être pieux, moralisateur et hyper religieux, mais il aimait aussi fréquenter les bars de striptease. Je lui demandais comment il pouvait concilier cela avec l'éthique de ses convictions morales. Il me répondait qu'il était faible. Et étant moi-même une personne faible, j'ajoutais que je le comprenais. Je pense que Bob a contemplé sa vie et s'est dit que l'un de ses grands accomplissements était d'avoir épousé Bonnie. Il a marié une femme qui était très séduisante, très vive et extravertie. Il adorait sa femme, mais il la voyait aussi comme un trophée. Il voulait que Bonnie soit son élégante épouse. Mais ses intérêts étaient très différents. Bonnie voulait être sa femme et une mère pour ses enfants. Ces buts ne sont pas nécessairement opposés, mais dénotent certainement des orientations divergentes. Il voulait lui offrir des diamants et des fourrures, mais elle l'aurait questionné sur la provenance de cet argent. L'idée d'un beau cadeau pour Bonnie était un aspirateur. Il n'a jamais offert d'aspirateur à sa stripteaseuse. Personne au sein du cercle social ou professionnel de Bob n'avait idée de ses penchants sexuels. Ça a surpris tout le monde, sauf Jack Roshauer. Jack et Bob partageaient des choses exclusives qui éclipsaient même la relation de ce dernier avec Bonnie. À l'époque où Bob et Bonnie se sont mariés, Jack Roshauer a été envoyé au Vietnam. Bob en était très triste. Et pour encourager son ami, il lui a envoyé des photos de Bonnie nue au lit. Des trucs sexy, très sexy. Les photos me sont parvenues par la poste dans une enveloppe 5 par 7. Il y avait 8 ou 9 photos de Bonnie, progressivement dévêtue. Le surlendemain, j'ai reçu un mot qui disait « J'espère que tu as apprécié le petit encouragement que je t'ai envoyé. » C'était l'initiation. Bonnie n'avait aucune idée que Bob envoyait ses photos à Jack. On ne peut qu'imaginer comment elle se serait sentie. Jusqu'à ce que ces photos me parviennent au Vietnam, j'étais un parfait gentleman avec Bonnie. Ça me révolte de ne pas toujours l'avoir été par la suite. À un certain moment, Bob a suggéré à Jack qu'il apprécierait peut-être d'observer Bonnie en plein débat sexuel. Alors il a laissé le rideau de la chambre à coucher ouvert pour que Jack puisse observer de l'extérieur. Je crois que Jack aimait ça. Bob aussi.
Hochauer m'a dit qu'il avait fait ça quelque temps, puis que le temps avait refroidi. Ils avaient alors organisé un réseau télé en circuit fermé. Hochauer n'avait qu'à s'asseoir dans le bureau pour se rincer l'œil. Bob installait le corps de Bonnie dans des angles où son ami aurait une bonne vue. Bob voulait que je voie, dans un sens physique, érotique et sexuel, combien Bonnie était belle. Et je dois dire que c'était vrai. Mais je n'ai jamais rien fait qu'il ne m'ait invité à faire. À plusieurs reprises, j'ai même décliné son invitation. Ça ne veut pas dire que je suis un type bien, mais un faible être humain. C'est une partie honteuse de mon passé et j'en ai honte. Dans les années 90, Bob a même décrit ses fantasmes et ses activités sexuelles sur l'Internet. Coiffé d'un chapeau, un livre à la main et un sac dans l'autre, Bonnie s'étendit sur sa serviette en dénouant le haut de son bikini. Non seulement publiait-il des détails sur sa vie sexuelle, mais il utilisait en plus son véritable nom et sa véritable adresse Internet. Il décrivait Bonnie nue et en détail, ajustant sa coiffure devant le miroir ou paradant dans de la lingerie. Il dévoilait tout. Elle me jeta d'abord un regard désapprobateur. Mais mon entêtement excita progressivement son désir sexuel. Bob écrivait ses histoires fantasmatiques sur sa femme qui enseignait la religion. L'enseignant de religion voyait tout cela exposé publiquement. Comment a-t-il pu lui faire ça? Et à ses enfants? C'est incompréhensible. Et comment ces éléments ont-ils pu échapper au FBI? C'est surprenant. C'est étonnant que le FBI n'ait rien vu de tout cela. Quand j'ai déménagé à Chicago, mes rapports avec Hansen se sont raréfiés au fil des ans. Je consacrais plutôt mes relations familiales à ma sœur Bonnie. Je m'appelle Mark Walk. Une fois diplômé en droit, j'ai postulé au FBI. J'ai surtout travaillé au service de contre-espionnage à Chicago jusqu'à ma retraite en 2007. Je me suis porté volontaire en 1985 pour passer une année à l'Institut linguistique de la Défense à Monterey afin d'y apprendre le polonais. Ma sœur Bonnie m'a téléphoné pour me dire que c'était formidable parce que Bob songeait à s'installer en Pologne à sa retraite. C'est un agent attaché au quartier général du FBI qui déclare planifier prendre sa retraite dans un pays du bloc soviétique qui espionne les États-Unis. Ça me semblait tellement aberrant que j'ai relégué cette histoire en arrière-plan. Et je n'y ai plus vraiment pensé jusqu'en 1990, soit 5 ans plus tard. Un cours de formation de 2 semaines se déroulait en Virginie. J'y ai donc emmené toute la famille. Ma femme a passé du temps avec mes proches, dont Jean, Bonnie, Peg et les enfants. Tout s'est bien déroulé et on est retourné à la maison, à Chicago. Et c'est peu après notre retour que ma femme m'a dit qu'il y avait eu une étrange histoire à propos de Bonnie, qui se serait ruée dans la rue pour déclarer qu'elle venait de trouver 5 000 $ dans le tiroir à chaussettes de Bob. Quand on m'a dit que Bonnie avait découvert l'argent,
Ce fut une véritable révélation pour moi. De plus, ma sœur aînée Jean m'a raconté comment Bonnie l'avait découvert et sa réaction de crise en pleine rue à crier qu'elle avait déniché 5 000 $ dans le tiroir à chaussettes de Bob. Il y avait aussi des achats récents de bijoux que Bob avait fait pour elle. Jean en a aussi parlé à mon frère Greg, qui m'a appelé pour savoir ce que j'en pensais. Nous avions l'impression qu'ils dépensaient sans compter. Et étant donné qu'ils habitaient dans un quartier huppé et envoyaient leurs nombreux enfants à l'école privée, tout cela devait grever leur budget. Parallèlement, je savais qu'il y avait eu des pertes au sein de notre programme de contre-espionnage. Mon superviseur de l'époque m'avait dit qu'une chasse à la taupe était en cours au quartier général. Je ne devais pas être au courant de cela. Je n'étais pas censé le savoir, mais je ne pouvais pas effacer les mots entendus ni l'information reçue. Mon frère m'a demandé s'il ne trempait pas dans une affaire d'espionnage. Il en était capable, selon nous. Après notre conversation, j'ai dit à ma femme, « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Il m'a répondu de faire ce que je jugeais bien. J'ai pris la décision de contacter à la première occasion Jim Lyle, qui supervisait l'escouade chargée du programme russe à Chicago. Nous nous sommes enfermés dans un bureau et je lui ai confié les 3 raisons qui, prises ensemble, me convainquaient de l'utilité d'ouvrir une enquête. La traque à la taupe en cours, l'idée de s'installer en Pologne et l'argent sorti de nulle part, tout cela s'additionnait avec un effet synergique. Toutes les pièces tombaient en place et j'ai ressassé l'idée encore et encore, pendant près d'une demi-heure. À la fin, Jim m'a demandé si je réalisais bien ce que j'étais en train de lui dire. J'ai répondu que oui, que j'étais en train d'accuser Bob Henson d'espionnage contre les États-Unis. Nous sommes alors sortis de la salle et avant de nous séparer, Jim m'a lancé qu'il allait s'occuper de ça. La raison qui fait que je n'ai pas abordé le sujet avec Bonnie ou Bob est que je n'étais pas en position de le faire. On ne mène pas d'enquête privée au FBI. J'étais aussi sensible au fait que j'étais en train d'accuser un membre de la famille et un collègue agent du FBI de ce qui est sûrement la pire des trahisons. Je peux vous dire que je ne me sentais pas courageux du tout. Je me sentais plutôt désespéré, déchiré entre 2 loyautés et forcé de faire un choix. Je craignais le futur. Avoir peur du futur n'est pas un sentiment très brave. Sur le toit du Kremlin, l'étendard de la Renaissance de la Russie remplace le drapeau de l'Union soviétique morte et enterrée. Les activités d'espionnage de Bob se sont arrêtées quelque temps en 1991 à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. Ce fut aussi la déconvenue du KGB en tant qu'organisation. Viktor Cherkashin a pris sa retraite du KGB 10 jours après la tentative de coup d'État contre Mikhail Gorbatchev, qui était essentiellement la fin de l'URSS. Il savait que les temps avaient changé, que la Russie n'était plus la même, et il s'est effacé. De nos jours, on dirait qu'il y avait beaucoup de mercenaires là-bas. Des agents mécontents du KGB qui tiraient leur révérence, mais qui voulaient aussi gagner de l'argent et qui en savaient long. Bob savait très bien ce qui se passait là-bas.
Il se savait aussi à risque à cause de tous ses transfuges et autres collaborateurs. Il en venait de partout, prêt à nous vendre toutes sortes d'informations. Il n'est pas fou. Il se dit qu'il vaut mieux laisser les choses se tasser avant de reprendre l'espionnage. Pendant ce temps, l'opération Anne Lace, dédiée à la traque à la taupe, responsable de la mort de Martinov et Motorin, n'aboutissait à rien. Nous n'avions pas de réponse. Soudain, la communauté du renseignement a découvert une vidéo montrant que Dimitri Polyakov avait aussi été arrêté pour espionnage. C'était un officier du GRU qui, pendant plus de 20 ans, a fourni des informations cruciales aux États-Unis sur les systèmes d'armement russes. La perte de Dimitri Polyakov était sans égale. Il a été trahi par Hansen, puis arrêté et exécuté. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Toute la communauté du renseignement s'est dit qu'il fallait réviser tout le matériel pour vérifier qu'il n'y avait pas eu d'erreur. Il fallait trouver cette taupe. Dans les années 1990, l'agence et le bureau se sont mis à travailler en très étroite collaboration. Des ententes de partage des sources, des méthodes, de la production et des fuites au sein des deux groupes étaient révisées. Nous passions au peigne fin des cas passés d'infiltration au sein du FBI et de la CIA. Des agents gouvernementaux fouillaient la maison d'Aldrich Ames hier pour y découvrir des preuves d'activité d'espionnage. Aldrich Ames était chef du contre-espionnage soviétique à la CIA. L'ancien haut gradé de la CIA et son épouse sont accusés d'espionnage au profit de l'Union soviétique et ensuite de la Russie. Les enquêteurs du FBI cherchaient comment les informations parvenaient aux Soviétiques. L'arrestation d'Ames leur a fourni une partie des explications, mais pas toutes. Des informations qu'Ames ne détenait pas avaient aussi coulé. Ils ont donc poursuivi les recherches. Présumant qu'une autre taupe opérait, ils ont étudié le profil de plus de 200 candidats potentiels. Finalement, la liste s'est resserrée par élimination. Brian Kelly était celui sur qui l'étau se resserrait et il s'en est sorti de justesse. Brian Kelly était un vétéran de la CIA. Brian Kelly avait travaillé sur l'affaire Felix Bloch. Nous savons maintenant que Felix Bloch travaillait pour l'Union soviétique. Il avait été pris pour cible par la CIA et le FBI, mais ils n'ont jamais pu le coincer. Un jour, quelqu'un a prévenu Bloch qu'il était suspecté et qu'il devrait quitter la ville. Et il l'a fait. Il a même quitté le pays. Bloch avait été prévenu. Alors, qui l'avait prévenu? Peut-être Kelly, sachant ce qu'il savait. Ce n'est pas une folle supposition. Brian Kelly était si proche des informations que nous avions pointant vers la taupe que nous nous sommes concentrés sur lui et avons commencé une enquête approfondie. Le problème est qu'analyser une mauvaise prémisse aboutit à une mauvaise conclusion. On peut ajouter 2 à 2 et vite l'interpréter comme 22. Au bout du compte, nous n'avions de toute évidence pas assez d'informations pour faire une arrestation ou même penser à intenter des poursuites. Brian a été mis en congé administratif et nous nous retrouvions à la case départ. Il y a une hypothèse stipulant que Robert Hansen aurait arrêté toute activité d'espionnage à la dissolution de l'Union soviétique de peur d'être découvert. Simultanément, il voit aussi sa carrière devenir la brillante carrière de policier qu'il méritait.
Il finit par être promu au grade le plus élevé, GS-15. Mais un incident avec une ex-employée subalterne expose ses tares. L'incident en question impliquait une jeune femme qui travaillait dans l'unité de Bob. De ce que j'ai compris des circonstances, Kimberly Lichtenberg a été convoquée au bureau de Bob très peu de temps avant de devoir partir pour la journée. Elle devait assister à une réunion qui, à son avis, ne la concernait pas. Elle se lève en disant qu'elle en a assez de ce monsieur Hansen, qu'elle quitte les lieux. Et elle s'en va. Comment peut-on réagir à ça? Il s'est levé, il l'a suivi. Il l'a saisi par le bras. Elle s'est alors retournée et a fait une chute. Elle lui a ensuite crié de garder ses distances. Tout le monde a entendu cela. Et tout le monde a sorti la tête comme ceci pour la voir dans le couloir, le doigt pointé vers lui alors qu'il la surplombait. Le lendemain, elle a porté plainte à la police pour agression. Ça n'augurait pas bien pour lui. Il a mal réagi et en a payé le prix. Ce mois de juin-là, il est passé à mon bureau. Il avait une sale tête, l'air très mal en point. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et il m'a répondu que c'était cette affaire Kimberly qui le hantait. Il était persuadé que c'était fini pour lui, qu'il ne serait plus jamais promu. Bob Hansen était très déprimé. Hansen a été blâmé pour ce geste désobligeant et inapproprié sur une employée. On l'a rétrogradé parce que le FBI le percevait comme un gestionnaire inefficace. Mais il était aussi débrouillard. Il a réussi à convaincre le futur gouvernement qu'il était l'homme tout désigné pour représenter le FBI au Bureau des missions étrangères du département d'État. Je m'appelle Mike Rochford. J'ai passé 30 ans au FBI à me consacrer aux enquêtes russes touchant la ligne KR, le KGB et les affaires d'espionnage. Je suis au bureau de Washington et je reçois un appel de Robert Hansen. Il me déclare avoir des informations sur certaines personnes que je devrais examiner. Je lui demande ce qu'il pense que je fais. C'est à ce moment qu'il me lance. « Eh bien, vous et votre équipe cherchez des taupes au sein de la CIA et du FBI. » Je lui demande qui lui a dit ça. Il me rétorque que cela n'a aucune importance. J'ajoute que nous savons tous les deux que je ne vais pas parler de ça avec lui. Il me demande d'envoyer quelqu'un le voir. C'est là que je lui ai annoncé « Je vais vous envoyer quelqu'un à qui parler, mais j'apprécierais que vous ne m'appeliez plus jamais. » Rétrospectivement, c'était bien au-delà de ce que devait savoir quelqu'un affecté aux affaires étrangères. Il n'aurait même pas dû s'inquiéter de mon problème d'infiltration dans la communauté du renseignement. Donc, c'était plutôt bizarre. Il fut un temps où Bob Hansen était impossible à coincer parce qu'il était au courant de tout ce qui se passait. Coupé de l'accès à l'information depuis sa réaffectation aux affaires étrangères, la vie devient plus risquée pour Bob, qui ne se trouve plus au centre de toutes les décisions. Hansen est donc isolé au département d'État. Il a un ordinateur, il est seul et personne ne le surveille. C'est un bon poste pour un espion. Le système automatisé des dossiers regroupait tous les cas sur lesquels le FBI travaillait. Bob y avait accès légitimement, mais il a appris à le maîtriser parce qu'il en avait le temps au département d'État. Il arrivait donc à dénicher beaucoup plus d'informations que nous pouvions le penser. Il pouvait voir dans le système automatisé qu'il n'était pas sous examen. Alors rassuré, il a cru qu'il pouvait reprendre l'espionnage sans risquer de se faire prendre. Bob n'était plus en contact avec le KGB ou son successeur, le SVR. En 1999, il a pris contact avec le SVR. Je ne crois pas que son retour au jeu ait eu le même impact financier que son entrée en jeu. Je n'ai jamais autant risqué de me sacrifier pour vous aider.
Et vous restez silencieux. Je déteste ce silence. Certaines personnes deviennent dépendantes de ces poussées d'adrénaline et ont besoin de leur dose de temps en temps. C'était peut-être son cas. On pourrait me croire follement courageux ou complètement fou. Ce type écrivait des lettres poétiques, quasiment romantiques. Mais il était très exigeant et son besoin était pressant. Il en voulait plus. Je dirais de tout miser sur mon irraisonnable loyauté. Il n'y a que moi qui puisse être perdant. Je ne suis pas psychiatre, mais je crois qu'il doutait de son habileté d'exister sans cette excitante identité d'espion infiltré. Il souffrait du syndrome de James Bond, l'agent secret flegmatique, charmant, toujours accompagné d'une jolie femme. Ramon Garcia était son alter ego. Ramon Garcia était tout ce qu'il ne serait jamais. Un fameux espion à la solde des Russes, tapi au sein du FBI. J'étais l'ami de Bob Hansen au FBI pendant 20 ans. Mon hypothèse est qu'il y avait deux Bob Hansen en opération. L'espion du KGB, qui trahissait pour soutenir sa famille, et l'autre, probablement très narcissique, qui se croyait très doué pour cela. Si on commet des activités d'espionnage, la seule façon de s'en sortir est de mourir. Le FBI est bien déterminé à coincer les taupes. Et il est vraiment bon à ce jeu. Terriblement bon. Une nouvelle direction est entrée en poste à la division d'espionnage du FBI. Cette nouvelle équipe a compris qu'analyser toutes les données pour isoler la taupe prendrait une éternité. Elle a donc choisi de chercher quelqu'un qui la connaissait. L'approche du FBI est d'inonder tout le secteur. On demande tout à tout le monde et on finira tôt ou tard par tomber sur quelqu'un qui a l'information. Mike Rochford a relancé un programme antérieur sous le nom de code Bucklure, amalgame de dollars et appâts. Ils se sont dit, dressons la liste des officiers clés du KGB selon leur poste et accès, et s'ils nous livrent tout ce qu'ils savent sur le recrutement au sein de la communauté du renseignement, nous les paierons. Au fil des ans, j'ai négocié avec, je ne sais plus, 35 à 38 Russes. Rochford et son équipe ont identifié un individu qui correspondait à leurs attentes. Il travaillait dans le privé, comme plusieurs anciens officiers du KGB, et cherchait à étendre ses opérations à l'international. Nous avons donc organisé sa venue aux États-Unis. Une venue sous le couvert d'une négociation d'affaires. C'était la première occasion de croiser quelqu'un de valable. Il arrive ici pour ce contrat d'affaires voué à l'échec, puisque nous l'avions conçu pour échouer. Mais son billet n'est pas remboursable, et le départ n'est que dans 2 semaines. Le lendemain de son arrivée, je le croise dans la rue à New York, et je lui demande comment il va. Il me demande qui je suis. Je lui réponds que je suis Mike Rochford, un agent du FBI. Et que voulez-vous, ajoute-t-il? Je lui rétorque, je suis ici pour faire de vous le plus grand homme d'affaires russo-américain de l'histoire de nos 2 nations. Point barre. Mike lui a parlé et a fini par faire admettre à ce gars qu'il possédait un dossier sur le nom de code Ramon Garcia. Lors de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991,
Il a vu ce dossier et s'est dit que ça pouvait bien être sa bouée de sauvetage. Il l'a rangé en sécurité en attendant que quelqu'un le réclame pour pouvoir le monnayer. On parle là d'informations de la plus haute importance, telles que les lieux de dépôt où l'argent et les informations pouvaient s'échanger. Nous voyons le cas de l'intérieur, soit de la perspective du KGB. Mike Rochford et son équipe ont trouvé la source idéale pour notre traque à la taupe. Parce que cette source nous livrait tout. En novembre 2000, cette source a fourni sa première livraison de renseignements qui ont été acheminés au quartier général du FBI pour être traduits et scrupuleusement examinés. À l'intérieur de ce paquet se trouvait un paquet plus petit sur lequel était noté de ne pas ouvrir jusqu'à ce que la source en explique la signification. Évidemment, cela a piqué notre curiosité, mais nous avons respecté sa demande et nous ne l'avons pas ouvert. Il avait une autre surprise pour nous. L'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Ramon Garcia et un de leurs officiers. Nous avions cru que ça pouvait être Brian Kelly et il n'avait pas quitté notre radar. Brian Kelly demeurait le suspect numéro 1 qui pouvait bien être la taupe. Eh bien, nous avons obtenu le carnet de notes de l'agent responsable de l'affaire. Cette source avait consciencieusement écrit toutes les dates où les échanges avaient eu lieu, et nous savions que ça ne pouvait pas être Brian, parce qu'il était en Australie à ce moment-là. Si ce n'était pas Brian, alors qui? Ainsi, les semaines qui ont suivi, nos analystes ont passé la documentation des Russes au peigne fin. L'un d'eux est tombé sur des phrases très intéressantes et s'est redressé sur sa chaise en disant « J'ai déjà entendu ça ». Bob Hansen avait l'habitude de citer des dictons particuliers. Et certains de ces dictons apparaissaient dans ses lettres. Une phrase en particulier faisait écho. Il s'agissait d'une citation attribuée au général Patton alors qu'il haranguait les troupes lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme le général Patton le disait si bien, finissons-en, afin d'aller botter le cul à ces pisse-vinaigres de Japonais. Je me suis dit que c'était impossible, que ça ne pouvait pas être Bob Hansen. Nous sommes donc retournés au quartier général pour réécouter l'appel enregistré. Une certitude s'impose, il s'agit bien de Bob Hansen. Le point culminant a été atteint quelques semaines plus tard, alors que notre source nous a expliqué que le paquet contenait le sac utilisé par Ramon Garcia pour envelopper les renseignements fournis aux Soviétiques. Dans les jours qui ont suivi, le directeur adjoint du FBI a fait irruption dans mon bureau, tout souriant. Ce sac, qui avait passé presque 20 ans au quartier général du KGB, arborait encore les empreintes digitales de Bob Hansen. Dès que nous avons pu confirmer que Robert Hansen était la taupe, on a voulu le prendre sur le fait. Alors qu'il ramassait un de ses dépôts, il y avait un sentiment d'urgence. Parce qu'il arrivait à sa retraite obligatoire cette année-là. Et on voulait régler l'affaire pendant qu'il était encore un employé actif du FBI. Il fallait faire sortir Hansen du département d'État pour le ramener au quartier général du FBI. Nous avons donc élaboré le stratagème de lui offrir une promotion à un poste de haute responsabilité au FBI. J'ai dû faire la comédie pour le convaincre que c'était bon pour sa carrière et que j'avais vraiment besoin de lui.
Un grand nombre de gens se rassemblaient dans une petite pièce pour y monter le dossier d'accusation. On a frappé à la porte et tout le monde a gardé le silence. Nous ne savions jamais quand Robert Hansen se pointerait au quartier général ou ce qu'il pourrait demander. Nous avions très peur qu'il découvre que l'enquête passait en grande vitesse. On a frappé à la porte et tout le monde a gardé le silence. C'était Bob Hansen. Et il a demandé « Est-ce que Bob King est là ?» Je lui ai répondu « Oui, Robert. Je suis occupé pour le moment, mais j'irai te voir dans quelques minutes. » Je suis ensuite monté le voir à son bureau et il m'a demandé « Alors, êtes-vous sur le point d'arrêter la taupe ?» Je lui ai simplement répondu que c'était là mon plus grand souhait. Il a fini par se lever pour partir et j'en ai profité pour m'éclipser. De retour en bas, j'ai raconté notre conversation en m'excusant des oublis parce que c'était plutôt flou. À son nouveau poste, Bob n'avait plus l'accès au système de traitement automatisé des dossiers qu'il avait au département d'État. Il ne pouvait plus parcourir et scruter librement les dossiers du FBI. Alors, je pense que Bob s'est dit, un instant, j'ai été promu cadre supérieur, mais mon accès aux informations est plus limité qu'avant. Il y a quelque chose qui cloche. Dans sa dernière lettre aux Russes, il se plaint d'avoir une haute fonction à ne rien faire. Il y souligne aussi avoir perçu une interférence de radiotransmetteur dans sa radio AM/FM. Il dit « Quelque chose a troublé le sommeil du tigre ». Bon, maintenant on lit ce document et on se dit qu'il voyait venir sa fin. Mais il a quand même effectué le dépôt de février qui a abouti à son arrestation. Il y a beaucoup d'émotions dans l'air. L'exaltation du fait que l'arrestation a été bien effectuée, sans que personne soit blessé, mais aussi l'humiliation de savoir que nous avons eu un espion parmi nous durant toutes ces années. Le 18 février 2001, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était la responsable Kathleen McChesney, qui m'annonçait que Bob Hansen avait été arrêté. Je lui ai dit, je suppose que ça doit remonter à ce que j'ai raconté il y a des années, quand on m'a regardé comme si j'étais un monstre à deux têtes. À l'époque, j'étais agent de liaison de la CIA. Je m'appelle Jim Lyle. J'ai été agent du FBI de 1980 jusqu'à ma retraite en 2002. J'y travaillais sur des affaires criminelles et de contre-espionnage. Première chose lundi matin, Langley. Le téléphone sonne tôt, 7h30. Washington. Nous devons vous parler. Mark Walk a été contacté par la direction de la division de Chicago et il a dit qu'il vous avait signalé des inquiétudes il y a plusieurs années au sujet de Hansen. Alors je me creuse les méninges pour essayer de me rappeler ce qui a bien pu se passer. Les mots précis sont un peu vagues, mais tout ce dont je me souviens, c'est que Bonnie Hansen avait trouvé de l'argent dans un tiroir de Bob et ne savait pas d'où il venait. C'était quelque chose du genre, parce que je me souviens de ma réaction qui était « Je ne sais pas, Mark. Tu sais peut-être qu'elle devrait juste en discuter avec Bob. Elle a des choses à régler, ou tu pourrais lui parler. » Apparemment, il y a des rapports selon lesquels il a déclaré être préoccupé par cela à cause de la chasse aux taupes.
À Washington, je n'avais aucun problème d'infiltration, de fuite d'informations ou de traque à la taupe. Tout cela m'était inconnu. Affirmer que nous avons discuté du fait que Hansen pouvait être en train de commettre de l'espionnage ou que j'aurais pu le mettre sous enquête, non, je n'ai jamais eu de conversation de la sorte. Sinon, je m'en souviendrais, parce que ça aurait été d'une importance capitale. Il n'y avait rien pour lancer une enquête, à mon avis. Mais selon l'opinion du grand public, il s'agissait d'un autre exemple de l'incompétence de la direction du bureau. Le rapport de l'inspecteur général du département de la justice a traité de tout cela et sa conclusion était « Nous acceptons la version de Walk ». C'est ce qu'ils ont dit. Ça me donne encore des palpitations cardiaques aujourd'hui. C'est vrai. Ils ont accepté sa version des faits et pas la mienne. C'est quelque chose qui me hante encore, profondément. Malheureusement, je pense que la seule chose sur laquelle Lyle et moi sommes d'accord à propos de cette conversation est qu'elle a eu lieu et que nous avons parlé de l'argent, des 5 000 $ dans le tiroir à chaussettes. Mais je pense que c'est à peu près tout, et c'est dommage. L'impact de la perte des informations fournies par Hansen aux Soviétiques a touché toute la communauté du renseignement américain. C'était dévastateur. À mon avis, la chose la plus importante qu'il ait livrée et qui ait nui à notre pays était la continuité du programme gouvernemental qui fournit les méthodes par lesquelles nous survivrions à une frappe nucléaire contre Washington. Si une guerre nucléaire ou une guerre chimique devait avoir lieu, tous les dirigeants du gouvernement et les opérations seraient relocalisés vers des sites éloignés. Ils pourraient se retrouver dans un entrepôt à Des Moines, en Iowa. Ils s'installeraient et tout à coup, l'entrepôt deviendrait le quartier général d'où ils pourraient continuer à communiquer et à fonctionner. Il s'agissait donc d'un programme hautement compartimenté et top secret que Bob Hansen connaissait. Hansen était si prolifique et donnait tellement d'informations aux Russes que sa tâche n'était pas nécessairement toujours spécifique. Il lui avait juste dit de leur apporter tout ce qu'il pouvait obtenir. 6 000 pages de documents. Ne parlons même pas du niveau de classification. Une fois empilé, ça fait beaucoup, vous savez. Ce matin, l'ancien agent spécial du FBI, Robert Philip Hansen, a publiquement admis avoir comploté pendant 15 ans en vue de commettre des actes d'espionnage contre les États-Unis. Hansen a trahi la confiance de son pays au pire degré imaginable. Je n'ai jamais vu une enquête passer de l'identification à l'arrestation et aux poursuites en 3 mois. C'était un accomplissement incroyable. Je consacrerai toutes les ressources nécessaires pour veiller à ce que justice soit rendue dans ce cas ou dans tout autre du même genre. John Ashcroft, qui était procureur général à l'époque, aurait adoré que la peine capitale soit imposée, mais le FBI et le département de la justice jouaient sur le long terme. Il ne voulait pas être soumis à un procès parce qu'il ne voulait pas dévoiler toutes ses sources, toutes ses méthodes, tous ses gadgets, toutes ces petites choses qui aideraient énormément les services ennemis. Je demande pardon pour ce que j'ai fait. J'en ai honte. Au-delà de l'illégalité de mes gestes, j'ai piétiné la confiance de tant de personnes. Pire encore, j'ai exposé ma femme, qui est complètement innocente, à la calomnie. Et j'ai terriblement blessé nos enfants. J'ai profondément blessé tellement de gens. A-t-il exprimé des remords? Oui, il veut vraiment se racheter. C'est la raison de la disposition d'aujourd'hui. Il voulait aussi expliquer à son ancienne agence ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait. Ce sont des questions qui les intéressent. Ils vont apprendre des choses qu'ils ne savaient pas. Il voulait interroger Robert Hansen. Il voulait savoir à quoi il avait eu accès
Et tout à coup, Hansen s'est ressaisi et il a oublié des trucs. A-t-il vraiment oublié des choses ou les manipulait-il? S'il a joué l'idiot pendant l'interrogatoire, soit il est amnésique, soit il ne veut pas admettre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il minimise la chose. Ils ont simplement dit « Tant que nous penserons que vous vous moquez de nous, vous allez passer du bon temps en prison à sécurité maximale. Qu'est-ce que ça vous ferait ?» Et ça ne lui faisait pas grand-chose. Il était censé se rendre dans un centre de sécurité minimale près de sa famille. C'était l'entente, mais il l'a rompue. Lorsqu'il s'est présenté en cour, il a regardé tous les agents du FBI qui s'étaient alignés devant le tribunal pour le voir. Il a souri. En fin de compte, il les avait déjoués. Robert Hansen est un traître. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans libération conditionnelle, à la prison à sécurité maximale de Florence, au Colorado. Il passe 23 heures par jour dans sa cellule. Il n'a aucun contact avec d'autres prisonniers. Il n'a aucun contact avec la vie extérieure. Je crois que sa famille lui rend visite 1 ou 2 fois par an. J'aime penser à sa vie comme étant en quelque sorte cloîtrée. Il peut prier autant qu'il veut. Il peut méditer sur les choses qu'il a commises dans sa vie. Je me demande s'il s'est vraiment repenti de ses péchés. Ce ne sont pas mes affaires, mais j'y pense parfois. La réclusion à perpétuité, en isolement, doit être à peu près la peine la plus terrible que l'on puisse imaginer. L'idée de trahir froidement son propre pays et tous ceux qui y vivent est tout aussi difficile à imaginer. Je vais en rester là. Je dois croire que la punition correspond au crime. Et s'il avait été exécuté, j'aurais considéré cela juste. Je serais très contrarié s'il le libérait. Même sur son lit de mort, il trahirait des gens. J'aime penser que si j'avais su avec certitude ce qu'il faisait, je l'aurais dénoncé. D'un autre côté, l'idée de le dénoncer me paraît terrible. Dans les années qui ont suivi l'arrestation de Bob, et depuis maintenant 20 ans, j'en suis venu à le percevoir comme une pauvre âme, une âme troublée. Il a eu beaucoup d'influences négatives dans sa vie, à commencer par la relation qu'il avait avec son père, qui était tout sauf heureuse et épanouissante. Je ne pense pas qu'il ait jamais guéri du mal que ses premières expériences et ses expériences de vie ultérieures lui ont infligé. Il a essayé de les surmonter en devenant agent de police, puis agent du FBI. Et enfin, un très bon espion.